Bonjour. Alors, le titre de la communication, vous l'avez à l'écran. Motiver les enseignants novices à argumenter leur pratique. Avant de commencer, il faut mettre en contexte la communication. Et il faut vous dire, par exemple, qu'on va vous présenter quelque chose qui a un rapport à une recherche que l'on fait dans les contextes des stages. Des stages en quatrième année. Alors, tout ce qu'on va présenter pour la fin, c'est-à-dire quelles conditions gagnantes pour l'initiation professionnelle, sont des prévisions que l'on fait par rapport à comment on pourrait utiliser ces dispositifs qu'on a utilisés dans les contextes des stages pour l'insertion professionnelle. Alors, on y va. Par rapport au contexte, donc, on disait que c'était par rapport à un projet de recherche que l'on fait dans les écoles, qu'on est en train de faire il y a 3 ans. Et on se rend compte qu'on doit prendre en compte les savoirs d'expérience des enseignants, c'est-à-dire les savoirs qui sont accumulés de par l'exercice de leur profession. Ensuite, qu'on doit aussi encourager l'explicitation de ces savoirs. Les enseignants, ils sont développés en savoir, mais parfois, ils ne sont pas capables d'expliciter ce qu'ils savent. C'est difficile. On leur dit par exemple, mais tu travailles de cette manière-là, mais comment est-ce que tu fais ça? C'est normal, c'est l'expérience. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière de ces propos-là? Comment est-ce qu'ils sont vraiment amenés à rendre riche cette expérience-là? C'est difficile pour eux de l'expliciter, de l'exprimer clairement. Ensuite, on met aussi le fait que les stagiaires peuvent bénéficier du savoir, de l'expérience d'autrui. Simplement observer, travailler en tant que modélage pour les stagiaires, ça peut aller au-delà de ça. L'explicitation de ce savoir d'expérience d'autrui, c'est-à-dire de l'enseignant d'expérience, peut être très bénéfique pour les stagiaires qui commencent. Ensuite, il concerne les stagiaires de 4e année en formation à l'enseignement, tel qu'on vient de l'être. Alors, le savoir d'expérience du praticien. D'abord, c'est un savoir qui se construit et se transforme avec l'expérience. Mais de quelle expérience s'agit-il? On peut se demander ça. Et on peut voir que l'expérience peut avoir comme deux connotations, deux significations. D'abord, l'expérience développée avec les temps d'exercice professionnel, c'est-à-dire, moi, en tant qu'enseignant, j'ai 15 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience. Mais aussi l'expérience qui se construit par l'analyse de l'exercice professionnel. Alors, il y a comme deux choses qui ne disent pas la même chose. Dans les premiers cas, on parle simplement du temps que l'on passe à exercer une médecine, et dans l'autre cas, il rentre en compte l'analyse que l'on fait de ce travail. Alors, la valeur de l'expérience. C'est un enseignant expérimenté, bien sûr, oui, mais aussi c'est du novice. On croit que le novice a aussi une expérience dont il peut tirer profit. Parce qu'au moyen de cette expérience-là, on peut mettre à jour ses valeurs, ses croyances et ses savoirs. Le novice, malgré la manque d'expérience, il a d'autres expériences qui sont en lien avec le contexte scolaire et qui peuvent être utiles justement pour leur propre développement professionnel. Dans le sens du projet de recherche que l'on a fait, on a travaillé avec l'enseignant associé et les stagiaires de 4e année. C'est basé sur le travail qu'ils ont fait avec l'enseignant associé qui reçoit les stagiaires et les stagiaires lui-même, les stagiaires de 4e année. Dans le sens de amener d'abord l'enseignant associé à expliciter leur pratique, qu'il soit capable d'expliciter sa pratique professionnelle à un stagiaire qui reçoit. Et ensuite aussi, de par cet exercice que l'on fait d'abord avec l'enseignant associé, d'amener les stagiaires de 4e année aussi à pouvoir expliciter leur pratique. La pratique dont il y a des intentions, des valeurs, des concepts théoriques et des faits expérimentés et validés par la pratique du professionnel.
Alors, dans ces projets, on met à nouveau les ressources qui ont été mobilisées dans la pratique. D'abord, on utilise l'argumentation pratique, ensuite, un travail en collégialité et la vidéoscopie. On va vous expliquer grosso modo qu'est-ce que veut dire chaque point que l'on voit à l'écran. D'abord, l'argumentation pratique. Qu'est-ce que c'est l'argumentation pratique? D'abord, c'est une analyse a posteriori de l'action. C'est-à-dire, il y a l'acte professionnel, il y a un geste que l'enseignant fait, par exemple, et on l'amène à analyser. Donc, l'analyse que l'on fait, c'est évidemment après que ça a été réalisé. Dans lequel il y a des prémices, on peut trouver des prémices dans cette action-là, qui peuvent être des valeurs, peuvent être empiriques, par exemple, c'est-à-dire de la réalité, contextuelle ou bien conditionnelle. Il y a aussi, dans cette argumentation pratique, deux phases. La première, c'est une d'explicitation, et la deuxième, une de reconstruction. Et aussi, dans cette technique, ou cette démarche d'argumentation pratique, il y a toujours la présence d'un autre, avec lequel on fait une espèce de réflexion partagée. Alors, moi, enseignant associé, j'ai besoin d'analyser quelque chose de ma pratique. Il y a quelqu'un d'autre qui m'accompagne dans cette réflexion, qui va être là-bas pour me soutenir, pour me questionner, et parfois pour pouvoir un peu me coincer, pour voir quel argument je cherche, pour pouvoir expliquer la raison, les intentions qu'il y avait à l'arrière de l'action ou du geste que je viens de poser. Alors, grosso modo, ça c'est par rapport à l'argumentation pratique. Par rapport au travail en collégialité maintenant. L'autre, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire c'est celui qui va soutenir, qui va stimuler l'analyse, la réflexion de ma propre pratique, qui va questionner, afin de pouvoir nourrir la réflexion que l'on fait, ou que je fais plutôt, par rapport à l'acte professionnel. Donc, il y a un partage, en ce moment-là, un partage d'expérience. Et évidemment, s'il y a un partage d'expérience, il y a une co-construction qui se fait, mais à partir de la pratique même. Ce n'est pas quelque chose de théorie, sinon que c'est à partir de la pratique que l'on construit ensemble. Par rapport à la vidéoscopie, on trouve que c'est un outil important pour l'analyse de la pratique. D'abord, qu'est-ce que l'on fait avec ça? Dans la vidéoscopie, il y a un enregistrement. La personne avec laquelle on a travaillé, on a demandé, par exemple, à l'enseignant associé, une fois qu'elle s'est réunie, de se filmer dans une classe, une période de la classe qu'il fait, ou la classe entière, ça n'a pas d'importance. Donc il va enregistrer ça. Ensuite, il va les visionner, lui, pour pouvoir choisir, lui, les segments de cet enregistrement qu'il veut nous partager à nous, en tant que chercheur. Alors, ce que l'on va visionner ensemble dans cette séance collective, c'est le segment que l'enseignant lui-même a choisi. Personne d'autre. Il y en a accès simplement à ces petits segments que lui nous partage. Et c'est à partir de ces segments-là qu'il y a une rencontre collective dans laquelle il y aura la séance d'explicitation. Donc, on l'observe et on dit, ok, tiens là, ce que tu viens de faire, cette espèce de regard que tu fais à ce groupe d'élèves que tu as là, qu'est-ce qu'il y a en arrière? Pourquoi est-ce que tu le fais? Alors, on commence évidemment à essayer de faire expliciter. Comment est-ce qu'il réussit parfois avec un seul regard de faire taire un groupe d'élèves qui est là-bas en train de parler ensemble? Il ne s'est pas déplacé, il n'a pas parlé, il a simplement regardé. Et parfois, le stagiaire, quand il observe ça simplement, il dit, ah bon, c'est facile, simplement, il suffit de regarder là-bas les étudiants, les élèves vont se taire. Ça ne donne pas le résultat du tout. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en arrière? Comment est-ce qu'il a réussi à faire ça? L'explication que l'enseignant donne, ben, c'est l'expérience. Mais on veut aller au-delà de ça. Mais qu'est-ce qu'il y a en arrière de cette expérience-là? Comment est-ce que ça s'est construit? Parce qu'on pense que s'il est capable d'expliciter ça, ça va être utile pour les stagiaires qui est en train d'observer, c'est-à-dire les stagiaires n'observent pas simplement ça, mais ils connaissent aussi
comment est-ce qu'il est arrivé, quelle intention il avait en arrière, les raisons pour lesquelles l'enseignant agit de cette manière, etc. Donc, il y a quelque chose qui va au-delà. Voilà. Ensuite, dans cette séquence-là, j'ai avancé en plus ce que ça donnait dans cette diapositive, il y avait donc une séquence qui déclenche des échanges, qui amène l'enseignant associé à pimenter la pratique et qui amène en prise de conscience par rapport à sa pratique professionnelle. Alors, tout ça amène à une démarche systématique de réflexion sur la pratique. C'est l'exercice que l'on a fait avec l'enseignant associé, dans son commencement du projet. Après, l'enseignant associé s'est approprié de cette démarche pour la répéter avec son stagiaire. Ils ont répété exactement la même chose, mais cette fois-là, l'enseignant associé et son stagiaire ont travaillé de cette manière-là. Qu'est-ce que ça a donné avec ces façons de faire? Madame Jagger, vous allez vous parler. Moi, j'ai le beau rôle. On va vous montrer une illustration, une série d'illustrations concernant un échange qui a eu lieu en collectif. C'était une situation de stagiaire. On aurait pu prendre plusieurs possibilités. Il y a quelqu'un qui nous a montré un début de cours, quelqu'un d'autre qui nous a montré comment il donnait ses consignes à un laboratoire. Il y avait beaucoup de situations. C'était toujours, comme le dit Enrique, de très courts échanges. L'exemple qu'on montre, il s'agit d'une stagiaire qui enseignait l'anglais, on est toujours au secondaire, et qui avait décidé d'utiliser un matériel particulier avec ses élèves. Alors, la première illustration, la stagiaire présente la séquence. Elle disait qu'elle avait un problème, les élèves ne parlent pas suffisamment en anglais pendant les cours d'anglais. Elle voulait trouver quelque chose avec eux, elle en a discuté, puis elle est arrivée avec ce qu'elle a appelé la boîte, où dans la vidéo, elle parlait de box. Il s'agissait en fait d'une boîte dans laquelle il y avait une série de petits papiers sur lesquels il y avait des tâches à faire. Des tâches qui avaient été décidées avec les élèves et pendant le cours, les élèves doivent parler anglais, c'est un cours d'anglais. Quand un élève parle français, il reçoit la boîte. Si un autre élève parle en français un peu plus tard dans le cours, c'est lui qui reçoit la boîte et celui qui l'a à la fin doit piger une tâche et la réaliser. Il y avait des tâches de type un peu plus ludique, chanter une chanson en anglais, puis il y avait des tâches un peu plus, je dirais, scolaires, ça pouvait être recopier des choses. Les élèves pouvaient choisir le type de tâche qu'ils voulaient. Alors, voilà pour la situation. Ce qu'on voit là, c'est les échanges qui ont eu lieu pendant ce collectif-là. Alors, au niveau des intentions, au niveau des intentions, la stagiaire dit « Je voulais les amener à parler anglais. C'était mon but premier. Mais en même temps, je voulais que ce soit un jeu, je ne voulais pas que ce soit une punition. » Vous voyez qu'elle avait plusieurs intentions autour de ça. Dans le collectif, quelqu'un lui a demandé « Est-ce que tu as l'impression que des élèves évitent de parler, que tu valorises ceux qui ne parlent pas, ceux qui ont peur de parler français pour ne pas avoir à faire la tâche, bien, ils ne répondent pas aux questions, n'interviennent pas. » Et là, on voit toutes les prises de conscience que la stagiaire a pu faire suite à ce questionnement-là. On a vu qu'elle y avait déjà pensé en partie, c'est-à-dire on va le voir un peu plus tard. Dans la co-construction, c'est une autre stagiaire qui participait au même collectif et qui dit « Bon, je t'écoutais, puis je me disais, il me semble qu'il y a des choses que je pourrais faire moi-même dans mon enseignement. » Il y avait entre autres une stagiaire en français qui disait « Ça serait peut-être un bon moyen d'adapter cette boîte-là pour faire développer le vocabulaire des élèves. » Ou bon, il y a plein de choses que je pourrais faire. On voit que les gens construisent les uns avec les autres. On a parlé tout à l'heure de prémices. On va vous donner, c'est plus nécessairement toujours la même situation, mais une diversité de prémices. C'est-à-dire que les gens ne font pas toutes leurs actions sur les... Ils ne donnent pas de l'importance aux mêmes choses nécessairement, et c'est correct. Nous tous, en tant qu'enseignants, on ne valorise pas nécessairement les mêmes choses. Alors, parmi la diversité, il y avait par exemple une personne qui valorisait certaines valeurs. Pour moi, c'est l'accueil des élèves qui est important. Une façon d'établir un bon lien, un bon climat, c'est de faire comprendre à chacun des élèves qu'il est important
que je l'accueille même s'il est différent des autres, et ainsi de suite. Ça, il y avait une enseignante pour laquelle la plupart des éléments qu'elle apportait pour argumenter ses choix, qu'est-ce qui fonde son action, c'était de l'ordre des valeurs. Pour quelqu'un d'autre, on va voir des principes didactiques. On a mis le début, c'est un enseignant d'anglais dans le second. Bon, une des premières choses que je dis aux élèves, vous avez le droit de ne pas savoir quelque chose, vous êtes ici pour apprendre. Je leur dis qu'ils ont droit à l'erreur et ils poursuivaient en donnant toute l'importance de l'erreur dans l'apprentissage d'une langue seconde. Puis on voit que quand on va voir les principes didactiques de l'enseignement d'une langue seconde, toute l'importance que ça peut prendre. Je ne dis pas que ça n'en a pas ailleurs, mais c'est particulièrement développé dans l'enseignement d'une langue seconde. Pour quelqu'un d'autre, et là je pense qu'on revient à notre stagiaire de tout à l'heure, en anglais, le contexte est important. Elle s'est rendue compte rapidement qu'avec des groupes plus faibles, elle ne pouvait pas utiliser sa voix de la même façon, parce qu'elle pénalisait les élèves. Donc, elle fait une partie du cours en français, une partie en anglais. La boîte ne circule que pendant une courte période. Elle ne voulait pas pénaliser les élèves. Elle nous a même raconté lors de cet échange-là qu'elle-même participait, faisait exprès de dire des choses en français pour que les élèves lui donnent une punition qu'ils inventaient, en fait, de faire une série de push-ups devant les élèves. C'était une façon de montrer qu'elle aussi contribuait, participait, et que c'était pas pour les pénaliser. On va passer au bilan, c'est-à-dire qu'est-ce que les stagiaires et les enseignants associés en ont retenu. On a résumé là, les principaux points. Alors, chez les stagiaires, ils nous ont dit on fait plus d'apprentissage parce que les discussions sont ciblées. On sait que souvent, avec la rétroaction, elle risque d'être un peu générale à la fin d'une leçon qui a pu durer jusqu'à 1h15 et plus parfois. Alors que là, ça ne portait que sur de courtes séquences vidéo. Donc, nécessairement, c'était très ciblé. Et il y avait une stimulation intellectuelle parce qu'on allait très en profondeur sur chacune des situations. On apprenait beaucoup de ces situations-là, on cherchait le pourquoi. Les étudiants, donc c'était des stagiaires en 4e année, en fin de formation, se disaient pas prêts à faire toute cette réflexion-là tout seul, que c'était important de la faire en collectif. Donc, la plupart du temps, comme le dit Enrique, ils le faisaient avec leur enseignant associé, mais à l'occasion, ils le faisaient en collectif avec d'autres personnes. Et ils se développaient, bon, leur rétroaction était différente, donc plus en profondeur, moins large, mais en même temps, ça permettait d'aller plus loin. Et ils développaient une complicité professionnelle avec l'enseignant associé, une meilleure communication. Il y avait vraiment l'impression d'apport réciproque, c'est-à-dire à l'occasion, parce que l'enseignant associé a fait la même démarche, dans beaucoup de cas, l'enseignant associé a montré des extraits vidéo pour essayer de les commenter avec son stagiaire. Donc, il voyait qu'ils étaient tous les deux en développement professionnel puis prêts à apprendre. Chez les enseignants associés, des résultats, une prise de conscience de ce qui fonde leur action puis une capacité de l'expliquer. C'est particulièrement important quand on est formateur, quand on est enseignant associé. On va dire la même chose tout à l'heure. On va essayer en tout cas de faire l'hypothèse en accompagnement d'enseignants débutants. Je peux donner comme exemple une enseignante qui avait filmé une leçon, qui avait apporté la cassette chez elle, puis regardait ça, son conjoint vient la rejoindre en disant « Comment ça tu me dis que tu as des élèves difficiles, tu travailles avec des élèves en trouble de comportement, c'est facile, ils sont calmes, tu fais pas grand-chose finalement. » J'en revenais pas toute l'énergie que j'avais mise pour essayer de tenir les élèves, de me rapprocher d'eux. Plein de petits gestes qui ne me paraissent pas, mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude, Enrique le disait tout à l'heure, le stagiaire a de la difficulté à observer ça. Son conjoint ne voyait absolument rien, qui n'est pas du domaine. Alors, ils se sont rendus compte de l'importance de mettre ça à jour. Donc, d'en être conscient, de l'expliquer. Il donnait un caractère plus rationnel, certains disaient plus scientifique au savoir, au discours sur l'enseignement. Ils disaient finalement, qui est partagé. Finalement, on sait plein de choses. Habituellement, il n'y a personne qui ne nous demande rien là-dessus. On ne sait pas comment le dire, mais on se rend compte qu'on sait des choses. Ce n'est pas seulement intuitif enseigner. Il y a autre chose que ça. Dans leur rôle d'accompagnateur, il y avait 2 remarques qui revenaient. Ils étaient capables d'assumer ce rôle-là de manière plus organisée, structurée,
parce que situation mieux ciblée, discussion, et ainsi de suite. Et il n'y avait plus d'assurance dans leur façon de jouer. Parce qu'il y avait vraiment le sentiment de donner davantage accès à leur expérience. C'est-à-dire, pas seulement je tiens ma classe, j'ai pas de problème, puis les élèves, même s'ils sont des élèves en trouble de comportement, je suis capable de les maintenir, mais d'expliquer ce qu'ils font de ces actions-là. Que ce soit comme des valeurs, des principes pédagogiques, des principes didactiques, il y en avait une variété de prémices, comme on l'a dit tout à l'heure, mais ils étaient capables de rendre ça accessible à leurs stagiaires. Si on fait un bilan général de la démarche, tant chez les enseignants que chez les stagiaires, de quatrième année, chez les enseignants, la part de la vidéo leur a paru essentielle dans le cadre de ce projet-là pour aller au-delà de ce qu'on appelle le superficiel. C'est-à-dire vraiment cibler des choses, aller loin. Et ils ont vraiment eu l'impression, avec le stagiaire, de participer à la recherche de sens. Qu'est-ce qui forme l'action? Qu'est-ce qui les amène à poser tel geste? Chez les stagiaires, la vidéo revient également parce qu'il y a une trace concrète comme support à la réflexion. Ce n'est pas seulement ce qui s'est passé pendant une heure, il y a une trace concrète et tous les bénéfices d'un accompagnement dans la réflexion. Et pour les deux, il y avait eu une relation particulière, une relation de collègue à collègue. Il faut dire que c'était en quatrième année, donc pour l'organisation professionnelle. On a dégagé avec les enseignants qui y ont participé, avec les stagiaires qui y ont participé, un certain nombre de conditions pour que ça puisse fonctionner en insertion professionnelle. Je dirais d'abord, je ne prétends pas que c'est la solution qui s'applique dans tous les cas, que tous les enseignants qui veulent accompagner des enseignants débutants devraient passer par là. C'est une façon qu'on a expérimenté avec un certain nombre de personnes. Certains peuvent être à l'aise là-dedans, d'autres n'ont pas envie de l'essayer. Je dirais, il y en a d'autres. Mais les conditions qu'on tire, c'est à partir de notre propre expérience. Donc, les accompagnateurs qui seraient caractérisés par une capacité autocritique par rapport à leur propre pratique et par rapport à l'accompagnement qu'ils font d'une autre personne. Une ouverture, le respect de points de vue différents, parce que on est toujours un peu surpris de voir que quelqu'un met l'accent sur des valeurs, un autre, c'est des théories, des principes, d'autres, c'est sa connaissance, sa longue expérience du contexte. Et ça, il faut être prêt à le prendre. Chacun part de son propre point de vue ou entrée particulière. D'autres conditions, dans notre expérience, il s'est dégagé qu'il faut que les accompagnateurs, c'était des enseignants associés, soient préparés, c'est-à-dire qu'ils aient fait eux-mêmes la démarche, s'enregistrer, en faire l'analyse avec d'autres, échanger avec des collègues là-dessus, vraiment s'entraîner à ce type d'accompagnement. Tout le monde avait l'impression que si on avait demandé directement de travailler avec votre stagiaire de cette façon-là, sans avoir eux-mêmes vécu la démarche, les gens étaient convaincus que ça n'aurait pas fonctionné. Il faut faire la démarche soi-même. Une autre condition, c'est le volontariat. Il faut, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas imposer une solution comme celle-là, ni à l'accompagnateur, ni à l'enseignant débutant. Et parce que se filmer sur vidéo, regarder ça avec d'autres, même si ce ne sont que de courts extraits, il y a des gens que ça va rebuter et il y a d'autres moyens à ce moment-là qu'on peut prendre. Il nous reste une autre condition, l'assurance que ça ne sert pas à des fins d'évaluation. Je pense que surtout en l'insertion professionnelle. Ce qui est intéressant à noter par ailleurs dans notre expérience, c'est un stage, c'est en quatrième année, donc les stagiaires sont évalués par des enseignants associés. Et on a eu plusieurs témoignages comme quoi, dans ce contexte-là, il n'y en a aucun qui s'est senti menacé par l'évaluation. Quelqu'un disait, je sais bien que l'enseignant a accès à tout ce qu'il y a sur mon vidéo. Je lui ai dit qu'il pouvait le regarder au complet, même si j'en montrais juste un court extrait. Je sais normalement, il n'aurait pas vu cette période-là, mais ça ne me dérange pas. Il comprend mieux comment j'agis, pourquoi je le fais. Il faut dire qu'on a un système d'évaluation succès-échec, donc il n'y avait pas à nuancer, c'est-tu un B+, ou un C moins. Alors, ça n'entrait pas en considération. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu des cas où ça aurait été plus problématique. Alors, en conclusion, argumenter sa pratique avec quelqu'un d'autre,
Ça renforce à la fois l'identité professionnelle de quelqu'un. On l'a vu plus particulièrement chez les enseignants associés, les enseignants d'expérience, qui avaient l'impression de partager des savoirs avec d'autres. Et ça favorise le développement professionnel. Les stagiaires nous l'ont dit, mais plusieurs enseignants associés nous l'ont dit aussi, parce qu'il y avait accès à l'expérience d'autres enseignants associés et des stagiaires avec qui ils travaillaient. Et on pense que ça pourrait favoriser une insertion réussie dans la profession. Et on revient à la question, comme ça, la personne qui a on va donner directement notre réponse. En fait, ce qu'on voit être une réponse à la question. Qu'est-ce qu'il fait dans cette recherche-là? Qu'est-ce qui pourrait être une condition gagnante? On pense qu'il y en a deux conditions gagnantes, c'est-à-dire l'argumentation pratique, autrement dit, argumenter sa pratique en mettant à jour ce qui fonde son action. On pense que c'est une condition gagnante pour quelqu'un qui s'insère dans la profession. Savoir pourquoi il le fait. Je le dirais particulièrement en contexte de réforme où il y a plein de choses à expliquer aux autres, aux parents, à justifier pourquoi on travaille de telle façon, pourquoi on choisit tel format d'évaluation. Être capable de l'argumenter sa pratique, c'est une condition de développement professionnel. Et on pense, pour ceux qui seraient séduits par une modalité comme celle-là, que ça donne une démarche professionnelle d'accompagnement du débutant. C'est-à-dire, on sait bien que le mentor a beaucoup de soutien affectif à faire du débutant, qui doit le suivre, l'accompagner, l'aider à comprendre le système, mais il peut également l'aider à progresser plus rapidement dans son propre développement professionnel.